Tout de suite, le JT. Il est 13h, heure locale, heure de N'Djamena. C'est donc le rendez-vous des actualités. Merci à vous d'être de nôtres. Bonjour et bienvenue à tous. Politique à l'entente de cette édition d'information, il est ouvert ici à N'Djamena un forum national sur l'assainissement. Placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, ce forum, le tout premier du genre, est donc organisé par le ministère de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement avec l'appui de ses partenaires. Il vise donc à atteindre les objectifs nationaux en matière d'assainissement au Tchad et placé sous le thème « Enjeux, défis et perspectives de l'assainissement au Tchad ». Vunba a donc prépare à ses assises, ou sinon au lancement pour le compte d'ITV. Le ministère de l'eau, de l'énergie et ses partenaires ont organisé ce matin dans un hôtel de la place le premier forum sur l'eau, l'énergie et l'assainissement sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Alina. Ce forum se concentre sur les questions d'eau et d'assainissement. Pour la préparation des travaux, différents partenaires impliqués ont été représentés à travers leurs points focaux. Ce forum a vu la participation de plusieurs autorités du pays. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, représentant du Premier ministre, Dr Tom Erdimi, qui a ouvert la cérémonie. Dans son allocution, des engagements ont été pris par les différents acteurs pour la mise en œuvre des actions convenues lors de ce forum, visant l'élimination de la défécation à l'air libre. L'assainissement est un déterminant majeur de la santé publique, un fondement de la dignité humaine et constitue un socle fondamental du développement durable. La question de l'assainissement dépasse le seul cadre technique. Elle concerne aussi le vivre ensemble, la résilience climatique, la cohésion et la justice sociale. Ce plan stratégique prévoit des mesures concrètes, renforcer les capacités techniques et financières du secteur, promouvoir des infrastructures et assainissement adaptés et résilients, engager les collectivités territoriales dans la gouvernance locale et de l'assainissement. Dans son allocution, le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a affirmé que le gouvernement a fait de l'eau et de l'assainissement une priorité parmi les enjeux sociaux du pays. Ce forum national vise à bâtir un Tchad propre, sain et plus résilient et à garantir l'accès à l'eau potable pour tous. Le Tchad a inscrit l'assainissement comme l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. C'est pourquoi, à travers le plan national de développement, Tchad Connexion 2030, nous avons pris des engagements clairs. Porter le taux d'accès à l'assainissement à 60% d'ici 2030, éradiquer définitivement la défécation à l'air libre. À l'effet de concrétiser cette vision, le ministère de l'eau et de l'énergie a élaboré plusieurs documents stratégiques, notamment la politique et stratégie nationale de l'assainissement, la feuille de route ambitieuse, Tchad sans défécation à l'air libre d'ici 2030. Ce forum a pour objectif de sensibiliser la population sur les questions d'hygiène et d'assainissement afin de construire un Tchad plus sain, prospère et résilient. Ensemble, bâtissons un Tchad plus propre dans sa marche vers un assainissement universel. Le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, que vous allez suivre dans un instant. Le gouvernement a donc fait de l'eau et de l'assainissement une priorité parmi les enjeux sociaux du pays. Ce forum national vise donc à construire à travers ce forum un Tchad propre, sain et plus résilient, mais aussi et surtout avoir une eau potable accessible à tous. Il est donc au micro de Vunba Keaobe. Ici de mentionner que malgré les efforts soutenus de l'État et de ses partenaires, plus de la moitié de nos concitoyens n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates. Le taux à l'assainissement demeure faible, seulement 20%. Toutefois, permettez-moi de vous dire
que ces chiffres n'est pas une fatalité. Pour y remédier, le gouvernement de la 5e République, sous la vision et la direction éclairée du maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, œuvre inlassablement et sans relâche pour inverser cette tendance et améliorer chaque jour l'environnement et le cadre de vie pour nos familles, tant en milieu urbain que rural. À cet égard, sous le leadership légendaire du maréchal du Tchad, le Tchad a inscrit l'assainissement comme l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. C'est pourquoi, à travers le plan national de développement Tchad Connexion 2030, nous avons pris des engagements clairs. Porter le taux d'accès à l'assainissement à 60% d'ici 2030, éradiquer définitivement la défécation à l'air libre et offrir à 11 millions de Tchadiens supplémentaires des infrastructures sanitaires dignes. À l'effet de concrétiser cette vision, le ministère de l'eau et de l'énergie a élaboré plusieurs documents stratégiques, notamment la politique et stratégie nationale de l'assainissement, la feuille de route ambitieuse, Tchad sans défécation à l'air libre d'ici 2030 et le schéma directeur eau et assainissement qui structure nos interventions à l'échelle nationale. Aussi, nous intégrons désormais l'approche assainissement total pilotée par la communauté, ATPC, qui donnera aux populations non pas le rôle des bénéficiaires, mais celui des véritables acteurs de leur propre transformation. C'est une œuvre collective qui requiert l'engagement de tous les acteurs, gouvernement, ONG, secteur privé et surtout les communautés elles-mêmes. Pendant ce temps, à Mondo, province du Logone occidental, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Yacouba, a présidé hier 2 septembre la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du comité provincial. Cette session se déroule en parallèle avec la session budgétaire pour l'exercice 2025. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Colm Ali Emmanuel. Cette réunion a pour objectif de discuter des priorités de développement pour la province du Logone occidental et de valider le budget alloué aux différents projets. Plusieurs points essentiels seront abordés lors de cette session, notamment la paix et la cohésion sociale, la résurgence des querelles mesquines et les divisions, la paix et la sécurité pour tous, le développement socio-économique inclusif et la bonne gouvernance, ainsi que la participation citoyenne. Le président du conseil provincial a souligné l'importance de ces échanges qui auront un impact significatif sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Cette session n'est pas une simple formalité. Elle est l'occasion pour nous de dessiner l'avenir de notre province et s'inscrit pleinement dans le cadre de la décentralisation, une réalité concrète et un pilier de tout chantier de son Excellence, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La décentralisation est une immense opportunité pour le Logone occidental. Elle nous donne les moyens de prendre en main notre propre développement. Nous ne devons plus attendre des solutions venant d'en haut, mais les créer nous-mêmes en fonction de nos besoins et de nos spécificités locales. C'est un changement de paradigme, une véritable autonomisation de nos communautés. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a mis en avant l'importance de cette rencontre, soulignant que cette assise témoigne de l'application effective des textes réglementaires en vigueur. C'est la preuve tangible que les textes réglementaires inhérents à la décentralisation sont en train d'être appliqués et que ce mode de gestion de la chose publique est bien en marche. Comme vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président, cette politique n'est pas une simple réforme administrative. C'est un changement de paradigme qui transfère la responsabilité, l'autonomie financière et la gestion aux acteurs locaux. De ce fait, le Logone occidental est désormais l'architecte de son propre développement.
Au-delà des chiffres, le Conseil provincial affirme que le véritable enjeu de cette session est de démontrer qu'il est prêt à relever le moult défis de la gouvernance locale. Il souhaite montrer en conséquence qu'il est capable de gérer les affaires publiques avec sagesse et clairvoyance afin d'assurer le bien-être de tous les citoyens et de construire un avenir meilleur pour la province du Logone occidental. Golma Mali Emmanuel à l'instant, merci. Et puis de Mundou, cap sur Koumra pour la suite de ce journal. Les travaux de l'atelier zonal sur le projet du code pastoral au Tchad ont été lancés dans la dite localité et se déroulent dans un climat plutôt serein et épris des préoccupations actives et participatives. Il sera question au cours de ces assises d'élaborer un code spécifique au pastoralisme, présenter le contenu du code pastoral et analyser le projet sur le code pastoral au regard des textes en vigueur de la République du Tchad. Cette activité est aussi l'occasion de décortiquer article par article les dispositions prévues dans ce projet de loi sur le code pastoral, controverse par les organisations en 2024 et retiré par le feu maréchal Idriss Déby Itno. Un débat est donc plutôt très franc, inclusif, participatif, mais surtout contradictoire qui a donc éclaté à cet effet. On en sait plus avec notre correspondant Anknoit Dimrajita. À l'entame des travaux, 3 présentations ont été faites par les techniciens et experts en la matière. Il s'agit de pourquoi élaborer un code spécifique au pastoralisme, présentation du contenu du code pastoral et l'analyse du projet sur le code pastoral au regard des textes en vigueur en République du Tchad. Les participants seront aussitôt renvoyés en groupe de travaux pour la relecture, l'amendement, la proposition et ou le retrait d'articles qui semblent discréditer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette activité, qui met toutes les corporations sur la même diapason, est l'occasion ou à jamais de décortiquer article par article les dispositions prévues dans ce projet de loi sur le code pastoral, surtout un code pastoral controversé par les organisations en 2014 et retiré par le feu maréchal Idriss Déby Itno. Les préoccupations qui sont fruits des travaux de tous les participants se sont donc déroulées sous le contrôle du présidium placé pour la circonstance. Il convient de mentionner à travers cette approche que certains participants souhaitent un code agro-pastoral au lieu d'un code pastoral dans lequel des dispositions donnent des conditions aux agriculteurs. Mais leurs préoccupations semblent refusées pour des raisons que l'on ignore. Anknoit a donc interrogé quelques participants à l'issue des assises et suivait plutôt leur impression. Nous remarquons que si nous laissons en jachère, il suffisait seulement qu'il passe là, et puis quelques jours après, peut-être pendant la saison pluvieuse, il revient pour pouvoir même chercher à labourer parce que les bœufs ont laissé des fumiers là, et il va dire prochainement que c'est effectivement là où il est passé. Donc, tout ça là, c'est par rapport à la méfiance. Il y a un président des éleveurs, capital détail, qui a utilisé l'espace là 2 ans. Maintenant, on est à 9 ans. Il dit que les 172 hectares, il ne va pas nous laisser à Cana. Il est dans la salle. Et là, on ne veut pas les problèmes. Et si la loi s'applique encore, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce monsieur nous dit, la justice, même le procureur ne va rien faire avec lui. Et c'est vrai, nous sommes en 9 ans. 172 hectares, je vous dis, que lui seul il est là, à Cana. Et si aujourd'hui, l'État prend une loi pour ça, j'espère que ça va être très difficile, ça va être très très difficile. Quand tu ne laboures pas, l'éleveur va venir s'installer dedans et tu n'auras pas le pouvoir parce que l'État a dit qu'il doit se camper là, il doit se camper là. Ça va être très difficile. Sans la loi, même on est en train de gérer les situations. Parce que là où on parle des réalités du terrain, je crois que 60% n'ont pas vu. Mais nous, on souffre beaucoup pour cette question du terrain. C'est un peu difficile. Les gens ont déjà vécu ce qui se passe dans les terroirs ici. Plus de 3 heures larron, ceux qui se disent propriétaires capital, l'État est là. Ceux-là sont pires que les éleveurs eux-mêmes. Il y a aussi des mares et autres qui existent. Et il n'est pas question de penser encore
à faire quelque chose pour retenir l'eau. Par contre, dans la zone saharienne, il est important que cette pratique-là se fasse parce que là-bas, on a dit que les puits sont distancés. Et si les éleveurs arrivent déjà à recueillir l'eau pour maintenir le bétail en attendant de redescendre, je crois que cette pratique-là doit être réduite et le considérer plus dans la zone au-delà de Massaguette et autres là. Le trésor de la chaîne citoyenne, c'est aussi quelques faits marquants de la société. De nos jours, le comportement, ou plutôt le code vestimentaire en milieu jeune, s'impose comme un phénomène récurrent qui ne cesse d'interpeller. Si certains y voient une simple expression de liberté et d'identité, d'autres, notamment en milieu religieux, considèrent plutôt ces tenues comme une atteinte aux valeurs sociales et culturelles. Face à cette révolution, cette question demeure. Est-ce que ces choix vestimentaires traduisent-ils véritablement l'éducation reçue au sein des familles? Tentative de réponse dans ce reportage signé Karel Rolel. L'univers vestimentaire de la jeunesse contemporaine se nourrit de multiples influences sociales, culturelles et technologiques. Pour de nombreux jeunes, l'habillement dépasse sa fonction première et devient un langage, une manière de s'affirmer et de revendiquer son individualité. Audace des coupes, éclat de couleurs, variété des motifs, tout concourt à transformer le look en une véritable carte d'identité. Désormais, des tenues naguère réservées aux loisirs jogging, sneakers ou hoodie s'invitent dans des contextes autrefois perçus comme formels. Dans cette dynamique, les frontières entre styles masculins et féminins se brouillent, donnant naissance à une mode dite mixte, qui interroge des repères traditionnels de genre. L'influence des réseaux sociaux constitue un autre facteur majeur. TikTok, Instagram, Snapchat ou Facebook façonnent les tendances et érigent certains créateurs de contenu en véritables prescripteurs de style. Des simples clics, une tenue devient virale et s'impose à l'échelle mondiale. Le retour en force des modes des années 90 et 2000 en est une illustration. Crop-top, jean taille haute ou encore chaussures chouking rythment aujourd'hui la garde-robe des jeunes. Ainsi, la jeunesse actuelle utilise la mode à la fois comme outil d'expression marqueur identitaire et vitrine de valeurs nouvelles, notamment autour de la durabilité et de l'originalité. Mais cette liberté vestimentaire, lorsqu'elle franchit les portes des lieux sacrés, ne soulève-t-elle pas un débat légitime sur le respect de ces lieux? Et puis en culture, toujours dans un constat, la naissance d'un bébé est donc naturellement source de bénédiction et de joie dans certaines communautés. Malheureusement, chaque naissance fait plutôt l'objet d'une interprétation selon le sexe du bébé. À l'exemple de la naissance d'une fille en premier dans un foyer qui serait donc signe de richesse et de douceur. Mais l'on se demande de ce fait si ces faits sont donc observés dans toutes les communautés tchadiennes. Yaki Lydia tente de répondre dans ce reportage. La naissance, vu son aspect culturel, est une joie, un soulagement pour la famille d'avoir un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Sous d'autres cieux, la naissance d'un enfant est un signe de bonheur et la famille qui s'agrandit. Mais pour les autres, précisément au sud du pays, la festivité autour de la naissance laisse croire que le couple ou la famille célèbre le bonheur. Dans la culture africaine et particulièrement tchadienne, l'explication qu'on peut donner autour de la naissance d'une fille reflète des faits traditionnels et culturels. Interrogé à ce sujet, Vandar Dorsouma, comédien, metteur en scène, dramaturge, il s'explique. Un enfant, c'est l'humanité qui arrive. C'est une joie culturellement, traditionnellement, c'est un bonheur, la naissance d'un enfant. Parce que quand l'enfant paraît, tout le monde sourit. Malgré la douleur de la mère, elle sourit. Une chance, moi je sais que dans la tradition, on dit que dans un foyer, si l'aîné est une fille, ce foyer aura moins de problèmes. Il n'y aura que du sourire, que c'était le bonheur. On voyait la douceur au niveau de la femme, on voyait un peu la joie au niveau de la femme. Donc on a tendance de dire, quand une fille naît comme aînée, c'est qu'il y aura la paix dans ces foyers-là. On va dire que ça va être un foyer calme, il y aura moins de problèmes.
Dans certaines communautés ou royaumes, le privilège est accordé aux garçons car il y a un problème de remplaçant qui se pose, alors le roi ou la famille royale cherche plutôt un héritier. Bon, le garçon dans la tradition, déjà, le garçon, ça veut dire c'est un coup de main, c'est un coup de maître, c'est le remplaçant. Donc on voit à travers le garçon, c'est lui qui viendra aider à travailler. Hein? Et puis aussi, dans la tradition profonde, c'est le garçon qui devient l'héritier parce que c'est lui qui s'impose comme maître. On confiait souvent la responsabilité à des hommes parce qu'ils vont au champ, ils vont à la chasse, ils s'imposent. Dans beaucoup de traditions, particulièrement tchadiennes, c'est comme ça qu'on voit l'homme. La culture tchadienne, bien qu'elle est riche et diversifiée, quelquefois méconnue par beaucoup de personnes. Mais il faut dire que la naissance d'un enfant, que ce soit de sexe féminin ou masculin, est un cadeau du ciel. L'enfant n'a pas choisi ses parents ni son pays, c'est un héritage. Yaki, merci pour ce détail. Il est 13h23 en Djamena, sous un ciel dégagé avec une température de 27 degrés Celsius. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.